Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Man Ling-tsang est née le 10 janvier 1979, fille de Kai Tai-tsang, dans une famille taïwanaise installée aux États-Unis. Petite particularité, elle a été la première de la fratrie à naître sur le sol américain. Mais, dès le départ, il y avait un détail qu'on ne pouvait pas ignorer, et surtout pas dans sa propre famille. Man Ling n'était ni planifiée, ni désirée, ni même accueillie à bras ouverts. En gros, elle était là, par accident. Et ça, tout le monde le savait, même elle. Elle a grandi en Californie au sein d'une culture asiatique où, il faut bien le dire, les attentes envers les enfants frisent souvent l'irréalisable. La famille Tsang n'a pas dérogé à cette règle. La pression pour réussir pesait lourd sur ses épaules et celles de ses frères et sœurs. Mais au-delà de l'exigence académique, c'était surtout le manque d'affection qui rendait l'atmosphère pesante. Chez les Tsang, les câlins étaient apparemment en option et les mots durs faisaient partie du quotidien. Idiote, indésirable. Autant dire que l'amour parental ne débordait pas vraiment. À l'école, les choses n'étaient pas plus simples. Être une enfant d'origine taïwanaise dans une Californie encore marquée par l'intolérance, ce n'était pas une promenade de santé. Les moqueries pleuvaient sur son nom, Man Ling, et sur ses différences. À force, cela l'a tellement marquée qu'elle a même envisagé de changer de prénom. À un moment, elle a opté pour un pseudonyme, histoire d'échapper aux brimades. Mais cette période de sa vie a laissé des cicatrices profondes, invisibles à l'œil nu, mais bien présentes dans son esprit. Les camarades de classe de Man Ling, qu'ils soient garçons ou filles, n'avaient rien d'amicaux. En fait, ils semblaient s'être passé le mot pour lui rendre la vie infernale. Désespérée de se faire accepter, elle a tout essayé, y compris des moyens peu conventionnels. Elle volait de l'argent chez elle pour tenter d'acheter leur amitié. Mais soyons honnêtes, ses enfants étaient cruels. Ils prenaient son argent sans la moindre gratitude et continuaient à la tourmenter. Charmant, non? Ainsi, sa vie ressemblait à un véritable cocktail explosif. Une famille froide et distante, des relations familiales tendues et pour couronner le tout, du harcèlement scolaire. Le résultat, une jeune fille introvertie, incapable de tisser des liens solides et une adolescence qu'elle a littéralement vue lui passer sous le nez. Côté études, ce n'était pas plus glorieux. Ses résultats scolaires étaient si catastrophiques qu'elle n'a même pas obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Résignée, elle a quitté l'école et s'est mise à travailler. À 18 ou 19 ans, elle a trouvé un emploi dans un restaurant Subway. Une vie banale, sans éclat ni grandes ambitions. Pourtant, cette période a marqué un tournant. Man Ling a enfin commencé à vivre cette adolescence qu'on lui avait volée. Elle s'est fait des amis, est sortie boire et a découvert les boîtes de nuit. C'est en 1998, derrière le comptoir de Subway, que son chemin a croisé celui d'un jeune homme nommé Neil Williams. Et comme on dit, c'est là que tout a vraiment commencé. Neil a rapidement été charmé par la beauté orientale de Man Ling, qu'il trouvait exotique et fascinante.
Totalement sous son charme, il est tombé éperdument amoureux d'elle. Leur relation a pris un tournant sérieux assez vite. Pourtant, même si Manling appréciait Neil, son amour n'atteignait pas l'intensité presque aveuglante qu'il éprouvait pour elle. Neil voulait quelque chose de solide, une relation engagée. Mais de son côté, Manling, toujours dans cette phase d'adolescence tardive, avait des attentes bien différentes. Malgré tout, la vie a pris le dessus et leur histoire est devenue plus concrète. À la fin de 1999, Manling est tombée enceinte. En juillet 2000, leur premier enfant, Devon, est né. Après sa naissance, les familles des deux côtés n'ont pas tardé à insister. Il était temps de rendre leur union officielle, de construire une vie plus stable. Manling n'était pas du tout emballée par l'idée. Le mariage, très peu pour elle, mais sous la pression sociale et familiale, et sans doute pour éviter d'ajouter un chapitre supplémentaire à la longue liste de ses déceptions envers ses proches, elle a fini par céder. En 2001, ils se sont mariés civilement et se sont installés dans une maison dans un lotissement à Howland Heights. À un moment, ils avaient même évoqué l'idée d'un mariage religieux à Taïwan, histoire d'inviter leurs amis et de célébrer en grand. Mais ce projet est resté dans un tiroir, faute de moyens. Côté finances, la vie à deux n'était pas un conte de fées. Leur situation économique était instable, loin, très loin, du style de vie luxueux auquel Manling aspirait. Cette réalité la contrariait profondément, mais pas assez pour qu'elle agisse. Reprendre des études, se spécialiser, trop d'efforts. À la place, elle se contentait d'une frustration passive, comme si rêver d'une vie meilleure suffisait à la faire apparaître. Malgré tout, en 2003, le couple a accueilli leur deuxième enfant, Ian. Neil, fidèle à lui-même, s'est révélé être un père exemplaire. Dévoué, attentionné, il s'investissait pleinement dans la maison et dans l'éducation de leurs enfants. Bref, le genre de père au foyer que beaucoup envieraient. Mais, comme souvent, il y avait un revers à la médaille. Ce dévouement impliquait qu'il n'était pas un grand pourvoyeur financier. De son côté, Manling n'excellait dans rien. Elle n'aimait pas son rôle de mère, celui de femme au foyer, et encore moins celui de travailleuse. En somme, elle traînait une lassitude permanente qui freinait la famille à tous les niveaux. Ses emplois, serveuse, généralement dans des fast-foods ou des restaurants. Trouver du travail grâce à ses contacts n'était pas un problème, mais le garder, c'était une autre histoire. Elle quittait ses postes au moindre agacement ou pour des raisons futiles, confirmant son manque d'implication. La dynamique familiale la rendait folle. Elle détestait devoir partager les responsabilités financières avec Neil ou, pire encore, lui prêter de l'argent. Pourtant, il assumait une part énorme des tâches domestiques et s'occupait bien plus des enfants qu'elle. Cette frustration semblait surtout venir de son propre désintérêt pour sa famille. La mère de Neil, Jane Williams, ne mâchait pas ses mots en parlant de Manling. Elle la décrivait comme une femme froide, égoïste et négligente qui n'avait jamais vraiment aimé être mère. Une anecdote révélatrice, Jane raconte qu'un jour, pour l'anniversaire de Devon, Manling avait promis de tout organiser. Le gâteau, les décorations, les repas, tout. Jane, prévenante, avait proposé son aide, mais Manling avait fermement refusé. Le jour venu, rien. Pas un ballon, pas un gâteau, pas même une bougie. Rien du tout. Neil et Jane avaient dû improviser à la dernière minute pour sauver la fête. Ce genre de comportement en disait long sur le type de mère qu'elle était. Jane jouait un rôle crucial dans la vie des enfants. Elle passait énormément de temps avec eux, les aidait et les aimait comme si c'étaient les siens.
Elle les décrivait comme des garçons adorables, chacun avec sa propre personnalité. Devon, l'aîné, était un petit génie en herbe, charismatique, intelligent et fasciné par les singes. Il disait même qu'il travaillerait avec eux quand il serait grand. Une passion touchante, non? Yann, quant à lui, était une boule d'énergie, turbulent et souvent qualifié, non sans affection, de petite terreur. Ce tableau familial, en apparence banal, cachait pourtant des déséquilibres profonds, affectifs, financiers et relationnels. Jane avait l'habitude de mettre les enfants au lit et, parfois, de les emmener dormir chez elle. Elle leur répétait souvent qu'ils seraient toujours en sécurité tant qu'ils resteraient avec leur famille. Mais on sait tous que cette promesse n'a pas été tenue, pas vrai? Manling, de son côté, montrait déjà des signes flagrants de désintérêt pour son rôle de mère. Selon Jane, il n'était pas rare que, lorsque Neil partait travailler, Manling dépose les enfants chez elle en promettant de revenir quelques heures plus tard. Mais voilà, ces quelques heures se transformaient parfois en 2 ou 3 jours. Oui, vous avez bien entendu, jours. Ce comportement était devenu presque une routine. On voit déjà se dessiner une famille profondément dysfonctionnelle, un mélange d'étrangeté et de négligence. Et soyons honnêtes, on sent que ce déséquilibre allait forcément finir par exploser. Il ne faisait aucun doute que Manling était profondément malheureuse dans son rôle de mère et d'épouse. Elle étouffait sous le poids de ses responsabilités qu'elle n'avait jamais voulu. Alors, comment évacuer tout ce mécontentement? Par l'adultère, bien sûr, une solution classique, mais risquée. Elle a entamé une relation sérieuse avec un autre homme, au point de s'offrir un voyage romantique avec lui à Hawaï, rien que ça. Le problème, Manling était une menteuse terriblement maladroite. Pour partir, elle avait confié les enfants à sa belle-mère, en lui racontant qu'elle devait suivre une formation professionnelle essentielle à sa carrière. Formation? Quelle formation? Il n'y en avait aucune. Elle sirotait des cocktails au bord de l'océan, pendant que Jane gardait les enfants en toute confiance. Comme tout mensonge mal ficelé, celui-ci n'a pas tardé à éclater. Manling n'a obtenu aucune promotion, logique puisqu'il n'y avait aucune formation, et ses collègues ont confirmé que cette histoire n'était qu'un tissu d'absurdité. La vérité a fini par remonter à Neil, et la rumeur de sa liaison est devenue un scandale. Neil, fidèle à son rôle d'époux aimant, a été complètement anéanti, et Manling, eh bien, elle n'a montré ni remords, ni excuses, ni même une once de volonté de sauver leur famille. Rien. Neil, malgré son cœur brisé, a décidé qu'il voulait essayer de préserver leur mariage pour leurs enfants. Un choix noble, mais naïf. Sa mère l'a pourtant averti avec sagesse et une dose de pragmatisme. « Mon fils, si tu veux pardonner une telle chose, tu devras apprendre à tourner la page. Tu ne pourras pas constamment lui rappeler cette histoire. Vous devrez aller de l'avant. » Un conseil avisé, mais que Neil allait-il en faire? Il a pris une décision qui, avec le recul, s'est révélée catastrophique. Il a choisi de rester avec Manling pour tenter de sauver leur mariage. Noble peut-être, mais totalement voué à l'échec. Pourquoi? Parce que Manling, elle, n'avait aucune intention de se réconcilier. Elle aspirait à autre chose, une vie différente, sans attache, sans responsabilité et surtout sans lui. Alors, elle a continué ses escapades nocturnes, ses fêtes et bien sûr ses trahisons. Jusqu'à cette fameuse nuit où elle a croisé John Gregory, une vieille flamme de ses années de lycée. John, c'était bien plus qu'un ex-crush. C'était une obsession adolescente, un rêve de jeunesse. Et voilà que ce fantasme prenait forme dans sa vie d'adulte.
Ils ont passé une nuit mémorable, presque magique, et pour elle, c'était comme si toutes ses frustrations s'étaient évaporées. Elle était retombée follement amoureuse au point de frôler l'obsession. Mais voilà, la réalité a rapidement frappé. Quand elle a confessé à John qu'elle était mariée et mère de 2 enfants, il n'a pas hésité. Sa réponse a été aussi claire que tranchante. Il lui a donné 3 raisons pour lesquelles leur histoire devait s'arrêter. 1. Elle était mariée. 2. Elle était mère. Et il ne voulait pas briser une famille. Et 3. Elle vivait trop loin. Et voilà, rideau. John a mis fin à leur relation, sans ambiguïté. Manling, étrangement calme sur le moment, a accepté, affirmant qu'elle comprenait ses raisons. Mais cette réaction posée n'était-elle pas un masque ? Parce que, soyons honnêtes, une femme capable de vivre ainsi n'allait sûrement pas tourner la page si facilement. Manling, toujours accro à son fantasme, lui a demandé une chose. « Si je divorçais, me donnerais-tu une chance ?» Et John, probablement pour clore le sujet sans trop réfléchir, a répondu que oui. Oui, il pourrait envisager une relation avec elle si elle divorçait. Mais soyons clairs, pour lui, elle n'était qu'une femme parmi d'autres, une rencontre sans lendemain, une nuit parmi tant d'autres. Aucun attachement, rien. Mais pour elle, cette simple phrase, probablement dite sans la moindre conviction, a pris une ampleur démesurée. Elle s'est mise à rêver d'un amour parfait, d'une vie sans Neil, sans enfants, sans responsabilité. Ce fantasme, elle l'a même partagé avec sa voisine. Elle lui a confié que son mariage allait mal, qu'elle n'aimait plus Neil et, cerise sur le gâteau, elle lui a parlé de John Gregory. Elle a avoué qu'elle l'avait revu, qu'elle était tombée follement amoureuse de lui et qu'il avait réveillé en elle de vieux sentiments qu'elle croyait enterrés. Et tenez-vous bien, car cette information va peser lourd dans la suite des événements. À cette époque, Manling a commencé à raconter à ses voisins qu'elle faisait des cauchemars, mais pas n'importe lesquels. Dans ses rêves, Neil tuait leurs enfants avant de se suicider. Oui, vous avez bien entendu, elle a partagé ses cauchemars comme si c'était une simple anecdote, mais ne vous y trompez pas, ces confidences n'étaient pas anodines. Elles avaient déjà une intention bien précise, une intention qui, malheureusement, allait bientôt devenir réalité. Nous sommes en juillet de l'année 2007. Les fils de Manling avaient respectivement 7 et 3 ans. Malgré les refus catégoriques de John de poursuivre une relation, Manling, dans un mélange d'obsession et de déni, a insisté pour le revoir. Elle a réussi à organiser une rencontre dans les jours qui ont suivi. Mais à partir de ce moment, tout a basculé dans une horreur inimaginable. Avertissement. Ce qui suit est extrêmement perturbant. Si vous êtes sensible, je vous recommande vivement de passer cette partie ou de quitter la vidéo. Manling, comme souvent, s'est éloigné de sa famille, absorbé par le monde virtuel de MySpace, le réseau social incontournable de l'époque. Mais cette fois, elle a franchi une limite irréparable. Elle a décidé de se débarrasser, littéralement, de sa famille qu'elle considérait comme un poids insupportable. Ce qu'elle a fait dépasse l'entendement. Elle a commencé par entrer dans la chambre de son plus jeune fils, Ian, âgé de seulement 3 ans. Alors qu'il dormait paisiblement, elle a pressé un oreiller contre son visage, l'écrasant de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis cesse de respirer. Sans une once d'hésitation, elle s'est ensuite dirigée vers la chambre de son fils aîné, Devon, âgé de 7 ans. Et là, elle a répété exactement le même geste. Devon, cet enfant si brillant et passionné, n'a pas eu la moindre chance. Après avoir commis l'impensable, elle a pris une douche, s'est préparée soigneusement et s'est maquillée, comme si elle se préparait pour une simple soirée. Puis,
Elle est retournée sur son ordinateur et s'est connectée à MySpace pour consulter le profil de John. Oui, celui-là même qui avait clairement dit qu'il ne voulait pas d'elle. Mais le plus dérangeant reste à venir. Aux alentours de 23 heures, Manling, parfaitement apprêtée, a quitté la maison. Pas pour chercher de l'aide, pas pour affronter ce qu'elle venait de faire. Non, elle est sortie pour aller faire la fête. Au cours de cette soirée, elle s'est même plainte auprès de ses amis de douleur au bras, expliquant qu'elle avait fait un effort physique inhabituel. Et ce n'est pas tout. Elle était parfaitement lucide, ni droguée, ni ivre, pleinement consciente de ses actes. Vers l'aube, elle est rentrée chez elle, mais ce n'était pas pour se reposer. Non, elle a décidé de finir le travail. Son mari, Neil, dormait paisiblement dans leur lit, ignorant tout du cauchemar qui se déroulait sous son propre toit. Neil possédait un katana, une épée de collection qu'il adorait, symbole de sa passion pour la culture orientale. Avec une ironie macabre, elle a saisi ce katana pour l'utiliser comme arme. Elle l'a attaqué violemment pendant son sommeil, lui infligeant de multiples coups. Neil s'est réveillé en sursaut, a tenté de se défendre, de se protéger le visage avec ses mains. Mais les coups étaient d'une brutalité implacable. Malgré ses blessures, il a réussi à sortir du lit, se traînant dans le couloir, peut-être dans un ultime élan d'espoir, voulant vérifier si ses enfants allaient bien. Mais au sommet des escaliers, à quelques pas de la porte de leur chambre, il a succombé à ses blessures, laissant derrière lui une scène d'une horreur indicible. Et Manling. Avant de commencer ce massacre, elle avait soigneusement préparé son plan. Elle avait enfilé 3 paires de gants sur chaque main, probablement pour éviter que l'épée ne glisse ou pour ne pas laisser de traces. Elle avait même repositionné les corps de ses enfants dans leur lit, les arrangeant pour qu'ils paraissent dormir paisiblement. Après avoir assassiné sa famille, elle s'est débarrassée des gants et de ses vêtements ensanglantés. Elle n'en est pas restée là. Avec un aplomb glaçant, elle a rédigé une fausse lettre de suicide, cherchant à faire croire que Neil avait tué leurs enfants avant de se donner la mort. Oui, elle a osé accuser la victime de ce crime abominable. À 7h30 du matin, Manling est sortie dans la rue en jouant son rôle à la perfection. Elle criait, pleurait, incarnant la femme hystérique, effondrée, inconsolable. Elle hurlait à ses voisins qu'elle venait de rentrer et qu'elle avait découvert l'impensable. Quelqu'un aurait tué son mari et ses enfants. Les voisins, choqués et effarés, ont immédiatement contacté la police. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont été plongées dans une scène digne d'un film d'horreur. La maison était maculée de sang, un véritable décor d'épouvante. Le corps de Neil, terriblement mutilé, était à peine reconnaissable. Un tel niveau de cruauté dépassait l'imagination. Et pourtant, cette atrocité avait bien été perpétrée par Manling contre sa propre famille. En examinant la scène, les enquêteurs ont immédiatement relevé un détail glaçant. L'attaque contre Neil avait été d'une violence extrême, presque bestiale. Il était évident que cet acte était profondément personnel. La preuve, ses doigts avaient été tranchés. Dans un premier temps, les enquêteurs ont envisagé la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais en scrutant plus attentivement la maison, ils ont constaté un détail troublant. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Pire encore, rien n'avait été volé. Aucun objet de valeur ne manquait. À partir de là, les soupçons se sont logiquement dirigés vers l'unique survivante. Naturellement, le comportement de Manling a rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs. Sa prétendue hystérie, si bruyamment affichée lorsqu'elle avait crié dans la rue, s'était étrangement évaporée lorsqu'elle a commencé à parler aux autorités. Elle semblait soudainement calme, presque détachée,
comme si elle assistait à une scène qui ne la concernait pas. Ses enfants et son mari venaient pourtant de mourir dans des circonstances atroces. Mais elle, une indifférence glaciale. Lors de son premier interrogatoire, elle a tenté une autre stratégie. Elle a simulé un malaise. Elle a prétendu vouloir vomir dans un récipient afin une hyperventilation, jouant la victime submergée par le choc. Mais elle était une mauvaise actrice. Les enquêteurs, loin d'être dupes, ont vite compris qu'elle jouait un rôle. Un témoignage clé est alors venu contredire sa version des faits. Francine Cerda, une voisine de Manling et l'une des premières à avoir découvert la scène de crime, a affirmé avoir vu Manling quitter sa maison parfaitement apprêté vers 23 heures. Ce détail a mis à mal son histoire. En parallèle, les médecins légistes ont apporté des preuves accablantes. En étudiant les corps des enfants, notamment leur système digestif, ils ont déterminé que les garçons avaient été tués bien avant 23 heures, à un moment où Manling se trouvait encore chez elle. Ces preuves, comme des dominos, ont commencé à faire s'effondrer sa version des faits, exposant peu à peu l'atroce vérité. Le procès a duré suffisamment longtemps pour permettre à des experts de venir expliquer au tribunal le fonctionnement du corps humain, confirmant que les enfants avaient perdu la vie avant que Manling ne quitte la maison. Ces conclusions scientifiques ont solidement ancré la chronologie des événements. Deux des amies de Manling, Mélanie Ramirez et Jacqueline Bailey, ont également été appelées à témoigner. Elles ont déclaré que son mariage allait mal et qu'elle avait un amant. Ces révélations ont non seulement renforcé les soupçons des enquêteurs, mais elles ont aussi jeté une lumière crue sur les motivations de Manling. Les choses se sont encore compliquées pour elle lorsque la police a fouillé sa voiture. Ils y ont trouvé des traces de sang de Neil, notamment sur un paquet de cigarettes. Ce détail, anodin en apparence, la plaçait directement sur la scène du crime et détruisait le peu de crédibilité qu'elle avait tenté de conserver avec son histoire bancale. Acculée par des preuves accablantes, elle a fini par céder dès le lendemain du crime. En garde à vue, elle a avoué avoir tué son mari et ses enfants. Lors de ses aveux, elle a froidement déclaré qu'elle s'était sentie comme une vache sans cœur en agissant ainsi. Une phrase qui, pour beaucoup, symbolisait l'ampleur de sa froideur et de son détachement émotionnel. Quant à John, son amant, lorsqu'il a appris que son nom avait été mentionné, il a immédiatement contacté la police pour coopérer. Il a confirmé avoir eu une liaison avec Manling, mais a également affirmé qu'il avait mis fin à leur relation, une décision qu'elle avait semblé accepter sans problème. Il a précisé qu'elle lui avait simplement confié son malheur dans son mariage et son intention de demander le divorce. Elle lui avait demandé une chance de poursuivre leur relation après son divorce, mais il n'avait montré aucun intérêt. Après avoir examiné son témoignage et vérifié ses alibis, les enquêteurs ont conclu que John n'avait aucun lien avec le crime. Il a été rapidement disculpé et écarté de l'affaire. Pendant ce temps, Manling, seul responsable de cette tragédie macabre, restait au centre de cette affaire horrible, portant le poids de ses actes monstrueux. Croyez-le ou non, la famille de Manling, ses parents et ses frères et sœurs, savaient que le procès serait une épreuve monumentale, mais ils l'ont soutenu tout au long de cette tragédie judiciaire. Ils ont engagé des avocats renommés pour sa défense, qui ont tenté, tant bien que mal, de justifier l'injustifiable. Leur argument principal, son enfance difficile et l'affirmation qu'elle n'était pas dans un état mental stable au moment des faits. Mais voilà, plusieurs expertises psychiatriques ont rapidement réduit cet argument à néant.
Elles ont prouvé qu'elle jouissait pleinement de ses facultés mentales et qu'elle était parfaitement apte à répondre de ses actes. La défense, menée par Tom Althaus et Haile Takazugi, a tout de même persévéré. Ils ont présenté les meurtres comme une erreur soudaine, non préméditée, influencée par une vie marquée par un foyer dysfonctionnel. Leur objectif ? Sauver Manling de la peine capitale. Ils savaient pertinemment que, vu la cruauté extrême des crimes, la peine de mort serait demandée. Alors, ils ont plaidé pour une seconde chance. Mais, et la chance de Neil, et celle des deux garçons. De son côté, l'accusation, représentée par Stacey Okunwisi et Peg Coach, n'a pas mâché ses mots. Ils ont démontré que ce crime avait été planifié de longue date. 2 mois avant les faits, Manling avait déjà commencé à poser les bases de son récit en inventant ces fameux cauchemars où Neil tuait leurs enfants avant de se suicider. Une construction narrative qui, en réalité, annonçait déjà son plan. Les procureurs ont également mis en lumière d'autres éléments troublants. Le port de plusieurs paires de gants pour éviter de laisser des traces, la destruction des vêtements ensanglantés et la tentative de se fabriquer un alibi en sortant en boîte de nuit et en se montrant auprès de témoins. Tout cela peignait un tableau glaçant. Rien, absolument rien dans ce crime n'était laissé au hasard. Ce n'était pas une impulsion, c'était une exécution, et une préméditation aussi froide qu'impitoyable. Un point particulièrement troublant, difficile à entendre et encore plus à imaginer, est que Manling a probablement mis entre 5 et 7 minutes pour étouffer chaque enfant. 5 à 7 minutes. Cela représente 10 à 14 minutes au total, durant lesquelles elle aurait pu s'arrêter, réfléchir, ressentir du remords. Mais non, elle est allée jusqu'au bout, méthodiquement, sans hésiter. Quant à Neil, les experts ont compté pas moins de 97 coups de katana sur son corps. Chaque coup témoignait de la violence et de la haine presque inhumaine de son agresseur. Ce qui rend l'affaire encore plus insupportable, c'est qu'elle avait des alternatives. Elle aurait pu fuir avec John, ou même seule, pour recommencer sa vie. Si elle ne voulait plus de ses enfants, Jane, la belle-mère, ou même Neil lui-même aurait pu les élever. Elle n'avait aucune obligation de rester. Mais elle a choisi le chemin le plus cruel, le plus impardonnable. L'accusation n'a donc pas hésité. Elle a fermement demandé la peine de mort. Lors du premier procès, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord entre la peine capitale et la prison à vie, ce qui a conduit à un nouveau procès. Lors du second, un autre jury a voté majoritairement pour la peine de mort. Jane, la mère de Neil, a assisté à tout le procès, se considérant comme la représentante de son fils et de ses petits-enfants, qui ne pouvaient plus être là pour se défendre. Bien qu'elle n'ait pas explicitement demandé la peine de mort, le tribunal a décidé d'en faire un exemple. La justification était implacable. Un crime d'une telle cruauté ne pouvait rester impuni. Pourquoi Manling aurait-elle le droit de vivre après avoir refusé ce droit à ses propres enfants et à son mari? La sentence est tombée. Manling Tsang Williams a été condamné à la peine de mort. Le tribunal a déclaré « Les preuves montrent de manière convaincante que l'accusé, pour des raisons égoïstes, a assassiné ses propres enfants. » Sa motivation était un désir narcissique et immature de commencer une nouvelle vie avec un autre homme, sans les obstacles que représentait sa famille. Aujourd'hui, elle vit dans le couloir de la mort au Centre pour femmes de Californie centrale, à Chowchilla. Elle est la 20e femme dans cet établissement à recevoir une telle sentence. Bien que le verdict ait suscité des débats, le tribunal, la procureure et le jury ont maintenu leur décision, estimant que c'était la seule peine juste au regard de l'horreur du crime.
J'ai découvert cette affaire dans la série American Monster sur Investigation Discovery et la première fois que je l'ai entendue, j'ai été profondément bouleversée. En la racontant aujourd'hui, cette indignation, cette révolte sont toujours aussi vives. Ce genre d'histoire nous pousse à réfléchir. On aimerait protéger nos proches dans une bulle, les tenir à l'écart des dangers du monde extérieur. Mais que faire quand le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même de la maison, de ceux qui sont censés nous aimer, nous protéger? J'adresse tout mon respect et mon amour à la mémoire de Neil Williams et de ses 2 petits anges. Qu'ils reposent en paix. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.